Je crois que s'engager, c'est inspirer aussi les gens autour de nous, de leur dire que si toi, une personne lambda, peut finalement changer les choses à ton échelle, bien tout le monde est capable de le faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon petit niveau, pour laisser un monde meilleur ? Si on attend d'être parfait, on ne se lancera jamais, on ne commencera jamais. La clé essentielle du féminisme, c'est la notion de sororité. Ça sert à rien d'avoir 15 jeans dans son placard vu qu'on n'en porte que 2. Bien consommer aujourd'hui, c'est acheter des belles pièces et pouvoir les accessoiriser, les réinventer, les porter différemment. Vraiment savoir ce qu'on achète parce qu'on l'aime vraiment et qu'il est intemporel aussi. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque mercredi, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Cet épisode est le deuxième d'une série de 5 conversations enregistrées avec 5 personnalités choisies pour leurs engagements dans la mode responsable. Ce projet a été imaginé en collaboration avec Purpose Climate Lab, une organisation à impact social qui soutient les initiatives faisant avancer la lutte pour un monde plus juste et plus durable. À la fin de chaque épisode, mes invités listeront leur marque éthique coup de cœur, des marques qu'elles jugent transparentes et engagées pour une mode plus humaine et plus écologique. D'ailleurs, après avoir écouté cette conversation, nous vous invitons à partager avec nous sur les réseaux sociaux vos marques de mode responsables préférées en utilisant le hashtag #UneModeMeilleure et en taguant @nouveaumodèle.podcast. Toutes ces marques seront ensuite réunies dans une lettre ouverte que vous pourrez signer et que nous enverrons aux médias et au gouvernement. C'est une façon pour nous de soutenir ces projets durables et d'appeler le gouvernement à agir encore plus pour encourager une transformation profonde de l'industrie textile. Allez, c'est parti. Et pour ce deuxième épisode, je reçois Céline, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Is No Good. Céline est blogueuse mode éthique et la créatrice de Marquise, le premier générateur de marques responsables. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Céline. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce projet. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on remonte en arrière et que tu nous parles un petit peu de ton enfance. Où est-ce que tu as grandi ? Quel genre d'éducation tu as reçu de la part de tes parents ? Comment ça s'est passé un petit peu ? Alors moi, je suis vraiment pile au milieu d'une famille de 5 enfants. Donc j'ai 2 grandes sœurs, 2 petits frères, donc une famille nombreuse. Mes parents sont tous les 2 professeurs de mathématiques. Ok. Donc on était vraiment dans un milieu socio-professionnel vraiment moyen. On habite dans les Landes, dans un tout petit village, c'est vraiment un milieu modeste, mais sans aucun problème, sans problème d'argent, un peu loin de tout, c'est-à-dire pas du tout dans une ville cosmopolite, vraiment un petit peu refermé sur nous-mêmes finalement. Et mes parents qui sont vraiment des scientifiques purs et durs, par exemple, pour eux, il faut toujours pas leur parler de tout ce qui va être médecine alternative et tout ça. Donc, en fait, j'ai été élevée vraiment dans une famille où tout ce qui va être de l'ordre de l'altermondialisme, de l'écologie et tout ça, c'est pas trop la tasse de thé, quoi. Donc, voilà. En fait, on nous a avant tout poussé à être bons à l'école, surtout bons en maths. J'imagine. Et voilà. Donc pas de conscience écologique éveillée. En tout cas, moi, quand j'ai quitté le foyer à 18 ans, j'avais pas été baignée dans toutes ces idées. Ok, ouais. Donc c'est arrivé plus tard. On va y venir. Donc pour parler de ton parcours aussi, à toi, donc tu as fait une école de commerce à Rouen. Tu as commencé à travailler dans un cabinet d'audit financier. Est-ce que tu te souviens de la personne que tu étais à cette époque-là, quand tu commences à travailler dans ce cabinet ? Ouais, vraiment, moi j'aime beaucoup comment t'as tourné la question, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été une autre personne à ce moment-là de ma vie. Moi, je parle d'ailleurs de ma première vie. Et en fait, la personne que j'étais à ce moment-là, c'était la personne que tout le monde voulait que je sois. J'étais vraiment définie à travers le regard des autres, en fait. Et avant tout, celui de mes parents, qui, comme je le disais, me poussaient à être bonne en classe, me poussaient à être bonne en maths, à faire toujours les filières qui paraissaient un petit peu les plus socialement élevées. Et donc, je me suis retrouvée à faire mon master en finance, puis un cabinet d'audit. Là, c'était vraiment le summum parce que personne ne comprenait mon métier. Donc, il y avait quelque chose d'un peu mystérieux. Céline, on comprend pas ce qu'elle fait. Elle gagne beaucoup d'argent, mais on ne comprend pas ce qu'elle fait. Et en fait, moi, j'étais poussée par
par ça, en fait, par cette réussite qui est un peu élevée, la réussite avec le grand R, la réussite de la société, c'est-à-dire celle qui veut que on a fait des études, on gagne beaucoup d'argent, du coup on va pouvoir se marier, acheter une maison et vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants. J'étais exactement la personne qu'on voulait que je sois et j'étais pas du tout Céline. C'est-à-dire que j'avais jamais pris le temps de savoir qui j'étais, de me poser des questions sur ce que je voulais, ce qui m'intéressait, ce à quoi j'avais envie de consacrer mon temps, parce que finalement, quand on va au boulot le matin, on y va à 8h, on rentre le soir, il est 19h ou 20h, donc on a passé la très très grande majorité de son temps à faire quelque chose... à travailler. Et donc, est-ce que ce temps-là, finalement, je m'étais pas interrogée sur est-ce que ça m'intéressait, est-ce que ça me ressemblait, est-ce que c'était vraiment ce que je voulais faire? Les collègues que j'avais fréquentés pendant toute la journée, est-ce que c'était vraiment ces personnes-là que j'avais envie d'avoir à côté de moi pendant la majorité de mon temps? En fait, toutes ces questions-là, je me les étais pas posées parce que c'était ce qu'on attendait de moi. En fait, on s'attendait pas à ce que je me pose des questions sur qui j'étais, ce que je voulais, parce que c'est un peu comme ça que la société nous programme en quelque sorte. Enfin, moi, en tout cas, j'ai la sensation d'avoir été un petit peu programmée pour rentrer dans le moule et travailler et être la plus performante et la plus efficace possible au moment où on avait besoin de moi. Ouais. Donc voilà la personne que j'étais en fait. Ok, mais c'est hyper intéressant, ça me parle beaucoup et je pense que ça va parler à beaucoup de nos auditrices auditeurs parce que c'est vrai que on est aussi nous cette génération-là qui avons été élevés dans ces valeurs-là et on s'est posé les questions un petit peu plus tard. Donc toi tu te poses des questions plus tard. Comment est née cette conscience écologique, celle que tu as aujourd'hui qui t'anime vraiment et ça se sent sur les réseaux, enfin puis quand on voit les messages que tu as envie de porter quoi. En fait, moi, quand j'y repense, je pense qu'on a eu vraiment une chance folle. Donc, avec David, mon compagnon, on se connaît, on est tombé amoureux il y a très longtemps, on est tombé amoureux il y a 13 ans. Et donc, en fait, on s'est retrouvés à 22 ans, on était tous les deux, lui dans son école d'ingénieur, moi dans mon école de commerce, et on avait la possibilité de faire une année de césure entre la 2e et la 3e année. Et donc, on a décidé de la faire, cette année de césure, et qu'est-ce qu'on a décidé de faire pendant les 3 premiers mois de cette année? On s'est dit, si on allait faire du woofing à Hawaï. Donc le woofing, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un concept qui permet d'apporter son aide à des fermes biologiques. C'est un réseau mondial en échange du gîte et du couvert. Donc on est parti à Hawaï sans parler trop l'anglais et on s'est retrouvés parachutés à l'autre bout du monde. Donc sans parler trop la langue et puis surtout on s'est retrouvés là au milieu d'une communauté de gens qui avaient en fait laissé tomber cette ancienne vie dont je parlais avant pour se poser des questions et pour réinventer leur propre monde, en fait cette ferme bio perdue à Hawaï. Donc on s'est retrouvés là et on s'est confrontés du coup à ces gens qui eux avaient fait le pas de côté et avaient su observer leur vie d'avant et avait commencé à se poser des questions et à tout remettre en question sur ce que nous, on nous expliquait comme étant la vérité sur tous les sujets. Et donc, il n'y a pas eu vraiment de choc, on n'a pas été mouvementé parce que ça s'est fait vraiment en douceur et parce que peut-être aussi, on comprenait pas tout ce qu'ils nous disaient vu qu'on parlait pas bien l'anglais, donc peut-être que c'est pour ça que ça s'est fait en douceur. Mais en tout cas, on est vraiment revenus de là et ils avaient semé une quantité de graines pas possible dans nos têtes, en fait. On est revenus... moi, j'ai commencé à m'intéresser pas mal à la nutrition, donc j'ai commencé à lire beaucoup sur tout ce qu'on m'avait expliqué. Moi, par exemple, ma maman m'avait bien expliqué qu'il fallait manger de la viande le midi et le soir 2 fois par jour, et puis je commençais à comprendre qu'en fait, c'était pas du tout une bonne idée, donc je commençais à réduire ma consommation de viande, et puis petit à petit, les questions d'éthique animale sont arrivées, et puis ensuite, la cosmétique, qu'est-ce que les silicones, qu'est-ce que tous ces produits qu'on s'étale sur la figure à longueur de journée. Puis la mode, mais on en parlera certainement plus tard. En fait, petit à petit, progressivement, tous les sujets, tout ce qu'on m'avait expliqué comme étant des sujets vrais, finalement, j'arrivais à les considérer autrement et à me dire, peut-être pas. Et si c'était pas vrai, en fait. Et donc, en fait, c'est vraiment ce voyage à Hawaï et à la rencontre de ces gens qui ont semé des graines pas possibles et voilà, ça a été le terreau pour nous de la conscience écologique, quoi. On a commencé à bâtir à partir de là, qui on est aujourd'hui. C'est ce qui nous a permis de pouvoir regarder en dézoomant un petit peu notre vie, là où on en était et pouvoir à reconsidérer, se poser des questions en fait sur qui on était, ce qu'on voulait.
Ok, donc ça a été le déclencheur et ensuite elle s'est développée. Et donc comment ça s'est passé cette transition ? Vous êtes revenu d'Hawaï et t'as commencé à te poser de plus en plus de questions, à remettre les choses de plus en plus sur la table. Ouais, en fait, ça a été très lent. Et moi, je pense que c'est aussi pour ça. Bon, même si je sais qu'aujourd'hui, il y a un militantisme qui veut que, il y a certains porteurs de parole qui ont envie de secouer les gens pour que ça se passe tout de suite maintenant, le changement, parce qu'il y a urgence. En fait, moi, je comprends, parce qu'il y a réellement une urgence écologique. Mais moi, je sais que mon parcours, il a pris du temps, il a été très long et très progressif. Donc, en fait, je sais d'où je viens et je sais que ça n'aurait pas pu aller plus vite. Parce que je sais, en fait, le milieu dans lequel j'ai grandi, tout ce qu'on m'a appris comme étant cette vérité, à déconstruire, ça a mis des années. Enfin, en fait, chaque petit sujet, petit à petit, mes œillères, j'ai pu les ouvrir, mais vraiment petit à petit, quoi. Ouais, c'est hyper long, je suis d'accord. Ok, donc ça a mis... C'est encore en cours, j'imagine. Bah bien sûr, bah oui, bien sûr. Ouais. En fait, ce que je dis, par exemple, on m'a posé quand même pas mal la question pour le voyage sans avion. Ce que j'expliquais, c'est qu'avant de décider de ne plus prendre l'avion, je prenais l'avion. Mais pendant que je prenais encore l'avion, je prenais d'autres initiatives. J'arrêtais de consommer du plastique. Enfin, je faisais d'autres choses, en fait. Je grandissais sur d'autres sujets, je déconstruisais d'autres sujets. En fait, c'est pas possible de tout changer, de tout révolutionner dans sa vie. Enfin, il faudrait avoir une place mentale incroyable pour pouvoir tout d'un coup revoir l'intégralité de ses habitudes. Enfin, c'est pas possible, en fait, c'est trop difficile humainement. On vit tous dans une société quand même, avec un quotidien, des tracas. Enfin, ouais, c'est pas possible de tout revoir. Et moi, je sais d'où je viens et je sais que ça m'a pris. Enfin, Hawaï, c'était fin 2012, donc ça fait 8 ans déjà. Ouais. 8 ans que je travaille et que je déconstruis. Ouais, non, c'est vrai que c'est long. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu, rapidement sur ton tour du monde en avion, que je trouve hyper pertinent aujourd'hui. Bon, il a dû s'arrêter à cause de l'épidémie et du coronavirus. Mais est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet et puis nous expliquer, pour celles et ceux qui sont pas encore complètement convaincus, pourquoi il est important aujourd'hui qu'on limite nos trajets en avion? Alors, ça s'est greffé à notre idée de reprendre possession de notre temps. Comme je te disais, avant, on était tous les deux des cadres derrière un ordinateur, on passait notre journée au bureau. Et un jour, on s'est dit, attends, il y a vraiment un truc qui va pas. Notre temps, c'est pas nous qui décidons comment on l'emploie. Et ça va pas, en fait. Parce que ce temps-là, on va jamais le rattraper. C'est fichu. Enfin, c'est derrière nous. Et finalement, est-ce que ce serait pas plus précieux que l'argent qu'on gagne tous les mois qui tombe en tant que salarié? Est-ce que ce serait pas plus précieux? Et on était évidemment d'accord pour se dire que oui. En fait, il faut qu'on récupère ce temps. Donc à ce moment-là, on a repensé un petit peu nos vies. On a tous les deux démissionné un par un pour repenser nos carrières. En fait, comment est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent tout en maîtrisant notre temps? Et donc en fait voilà, on a réussi à rebâtir ça tous les deux, l'un après l'autre. Ça a vraiment été un travail d'équipe. Ouais. Un vrai projet de vie en fait. Un vrai projet de vie, ouais. Et puis en fait, à partir du moment où on a été capable de ça, de maîtriser notre temps et de gagner du coup suffisamment d'argent pour pouvoir vivre, on s'est dit maintenant qu'on a le temps, on peut voyager, on peut travailler de là où on veut et on peut voyager tout en travaillant. Et donc en fait, ça s'est fait comme ça. Ça s'est à partir du moment où parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on prend l'avion? C'est parce que le voyage est vraiment plébiscité dans notre société. Il faut partir en voyage pour pouvoir dire j'ai vu, j'ai expérimenté, j'ai pu observer, je suis allé voir telle population. Le voyage, c'est vraiment très très plébiscité. Quand on parle à des gens comme ça qui ont fait un tour du monde, qui ont visité 13 pays en un an, c'est toujours waouh, quel projet extraordinaire. Enfin, en fait, c'est très très poussé de partir comme ça. Sauf que pour voyager et partir à l'autre bout du monde, souvent on a 3 semaines de congés payés et donc il faut forcément un avion pour ça. Sauf que nous, là, en fait, on avait le temps. C'était vraiment aussi simple que ça. En fait, ça nous a tilté un jour parce qu'encore une fois, on avait des œillères et c'est pas facile à déconstruire cette façon de consommer le voyage. Parce que au départ, voilà, nous on se disait, on a le temps, on peut travailler de là où on veut, on ira prendre un avion pour travailler en Thaïlande comme font les digital nomades. Et tout d'un coup, en fait, on a eu un choc. Mais évidemment que non, on va pas faire ça. On a le temps en fait d'y aller en Thaïlande, donc on va le prendre ce temps.
Et donc on va arrêter de prendre l'avion parce que là par contre, ça nous alignait totalement avec notre conscience écologique qui voulait que l'avion c'est vraiment une catastrophe au niveau de l'impact carbone et que du coup en décidant d'arrêter de le prendre parce qu'on avait ce luxe de pouvoir le faire, ça nous alignait vraiment mais totalement avec ce qu'on pensait quoi. Et donc c'était la révélation. Ok, ouais, c'est vrai que mais c'est pas évident. Moi, c'est que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles je suis partie des États-Unis, parce qu'à chaque fois que je montais dans cet avion pour faire France-États-Unis, je me disais mais t'imagines, tous tes petits gestes du quotidien pour arrêter le plastique et tout, en fait, ce trajet, ça annule tout. Et ça a été très dur à vivre, mais c'est vraiment pas facile de se dire, d'arrêter de prendre l'avion pour voyager, parce que c'est vrai que le voyage, ça fait partie de notre société, ça fait partie de cette façon d'aller voir autre chose, de faire des pauses dans nos vies, comme tu dis, hyper rapide et tout. Et alors concrètement, ça ressemble à quoi un tour du monde sans avion ? Est-ce que tu peux nous partager quelques anecdotes, tes plus beaux souvenirs peut-être, pour donner envie ? L'un de nos plus beaux souvenirs, je pense, parce que ça a été une expérience vraiment extraordinaire, c'est quand on est arrivé en Mongolie. Et que en Mongolie, donc on y était arrivé en bus et en train jusque-là. On est arrivé et en fait on s'est aperçu que la Mongolie, ça a la particularité d'être un pays qui est encore très sauvage et en fait il n'y a pas simplement de système de bus, de train, il n'y a pas de route, il y a quelques routes mais le pays n'est vraiment pas quadrillé par des routes quoi, ça n'existe pas. Donc comment est-ce qu'on fait pour visiter un pays de manière responsable quand il n'y a pas de route et donc pas de transport en commun, on peut pas partager en fait un moyen de transport avec les gens quoi. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train. Comment est-ce qu'on fait ? Et en fait parce qu'en fait la solution, en général, les gens qui viennent en Mongolie, ils prennent des 4x4. Donc des 4x4, soit des grands 4x4, ils partent avec des agences de voyage qui leur organisent ça, donc ils partent avec une dizaine mais dans des 4x4, ou alors les plus aventureux vont louer eux-mêmes leur 4x4 et s'aventurer dans la steppe. Sauf que nous, ça nous allait pas du tout en fait de louer un 4x4, de visiter un pays, en fait, ça allait ruiner notre volonté de limiter notre impact carbone, ce 4x4. Et puis non seulement ça allait limiter, on allait beaucoup en émettre des émissions de carbone, mais en plus de ça, le 4x4 et surtout quand il n'y a pas de route. En fait, c'est catastrophique et on n'y pense pas parce qu'on habite dans des pays où il y a des routes. Mais quand il n'y a pas de route, en fait, on peut rouler n'importe où, vu qu'il n'y a pas de route. Finalement, en fait, la route, ça a ça de sympathique, c'est que tout le monde roule au même endroit et pas à côté de la route. Et en fait, quand il n'y a pas de route, les 4x4, ils roulent n'importe où et donc c'est un désastre, en fait, pour la flore, la faune. On n'y pense pas, en fait, c'est une catastrophe. Ouais. Et donc, on s'est dit, allez, bingo, on va acheter des vélos et on va faire le tour de la Mongolie à vélo. Donc on est parti pendant 5 semaines dans la steppe à vélo et c'est là qu'on a rencontré cette façon de voyager, nous, qui nous a vraiment totalement séduit parce que c'est lent, c'est à ton rythme, tu te retrouves seul au milieu de nulle part et là où personne ne s'arrête, évidemment, parce que tu vas de 30 km en 30 km, donc tu vas pas loin. Tu poses ta tente et là tu te retrouves au milieu de nulle part, mais en fait les populations mongoles c'est des populations qui sont nomades, donc qui vivent un petit peu perdus partout dans la steppe et ils quadrillent en fait le tour de leur yourte avec ils ont tous un cheval et en fait ils ont des jumelles et ils passent leur temps à observer tout ce qui se passe et donc souvent ils savent qu'on n'est pas très loin de leur yourte et ils venaient nous voir tous les soirs. Il y avait un ou plusieurs Mongols qui venaient nous voir dans la yourte et évidemment les échanges étaient réduits puisqu'on partageait aucun mot de vocabulaire mais c'était vraiment chouette. En fait on a vécu une expérience mais extraordinaire je pense que c'est vraiment la meilleure façon de visiter ce pays. Et en plus d'être vraiment extraordinaire émotionnellement, en plus de ça, c'était quand même hyper aventureux parce que la Mongolie, c'est le pays avec la densité de population la plus faible du monde. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait pas se planter. Il fallait jamais se retrouver à court d'eau. Il fallait avoir tout le nécessaire pour réparer le vélo et savoir le réparer parce que si jamais on avait un problème quelque part, potentiellement, il y avait personne pour nous aider pendant des jours. Il fallait toujours avoir de la nourriture sur nous. Enfin, c'était un sacré trip à organiser en fait. Et c'était fabuleux, vraiment. Encore une fois, et c'est un message que j'adore passer, c'est cette décision qu'on a prise avant tout pour protéger la Mongolie. En fait, la Mongolie nous a remerciés. Ça nous a renvoyé tellement en fait de bonheur. On est rentré tellement heureux de cette aventure qu'en fait, le fait d'avoir décidé pour la Mongolie, pour essayer de la préserver, d'avoir voyagé en vélo.
Voilà, on a été Ça a été largement positif pour récompensés, vous, quoi. Ouais. Largement. Ok. Et c'est vrai que en préparant mes questions, je me suis vraiment je me suis vraiment interrogée sur le sens du trajet aujourd'hui, parce que je me suis dit, en fait, l'avion, il nous permet d'aller à un point A à un point B sans se préoccuper du trajet, alors qu'en fait, quand je t'écoute aussi, j'ai l'impression que ce trajet-là, il doit faire partie du voyage. Mais ça, c'est hyper compliqué de transmettre ce message, et puis de complètement revoir nos façons de penser. Bah oui, parce qu'en fait, on est dans une société qui est fast. On parle du fast fashion, de fast food, mais en fait, le fast voyage, c'est un truc qu'on expérimente tous. Enfin, c'est comme ça en fait qu'on consomme le voyage. Il faut aller vite. Quand on décide d'aller, je sais pas, visiter l'Espagne. On va prendre un avion pour Madrid, et puis ensuite, on va aller dans une autre ville, et puis on va aller dans une autre ville. Mais en fait, il n'y a pas moins d'intérêt sur le trajet. Enfin, le chemin en fait est tout aussi important que la destination. Il n'y a pas. Et c'est vrai qu'on a, justement parce qu'il faut aller vite, on a mis la priorité sur la destination. Il faut arriver d'un point A à un point B et y aller le plus vite possible parce qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, il n'y a pas tellement d'intérêt à faire ça parce que le chemin, il est tout aussi important. Et nous, en fait, l'intérêt de ce voyage où on avait le temps, c'était que ce n'était que du chemin. Il n'y avait pas de destination finalement. On s'était pas dit on va arriver à tel endroit. Il n'y avait pas ça, c'était que du chemin. On était sans arrêt dans l'avancement, dans la découverte, dans l'exploration. Et en fait, ça permet de... Enfin, je trouve que c'est tellement plus beau. En fait, on est tellement plus posé, plus dans l'instant. Finalement, tu reviens à l'instant. C'est ça, exactement. C'est ce que j'allais te dire. En fait, tu profites de l'instant présent, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça donne envie, en tout cas, quand on t'écoute. Et alors, j'aimerais bien maintenant qu'on parle un peu de l'industrie textile aussi. Donc là, on a parlé de ta prise de conscience écologique de façon globale. À quel moment, toi, tu as pris conscience des dérives de l'industrie textile ? En fait, ça a été vraiment dans cette fameuse construction de ma conscience écologique où j'ai fait tomber progressivement mes œillères les unes après les autres. Au bout d'un moment, en fait, quand tu commences à remettre toutes tes habitudes de consommation en question, c'est venu attends, ce que je porte là, ça vient d'où ? C'est fabriqué comment ? Qui l'a fabriqué ? Dans quelles conditions ? Ça a vraiment été en fait dans cette remise en question progressive de se poser des questions et ce truc là c'est quoi en fait, ça vient d'où ? Enfin, parce que c'est vrai que personne n'en parlait trop moi à l'époque où j'ai commencé à me poser des questions là-dessus. Et pourtant, je me rendais bien compte que c'était, forcément, quelqu'un l'avait fabriqué. Il y avait quelque chose, en fait. Et puis, le fait que ce soit si peu cher, alors que je savais très bien que ma grand-mère, elle s'achetait 2 tenues entières dans l'année. À l'époque, quand elle avait mon âge, je me rendais bien compte, en fait, qu'il y avait quelque chose qui avait énormément changé entre ma façon de consommer la mode et sa façon de consommer la mode à elle. Et puis, je savais très bien aussi que les étiquettes de mes vêtements, il y avait toujours marqué que c'était fabriqué au Bangladesh, fabriqué en Chine. On parlait déjà quand même du Made in China. On savait qu'il y avait des problèmes, des dérives, le travail des enfants, tout ça, on en parlait. Et donc j'ai commencé à creuser. Et là, j'ai vraiment découvert... Vraiment, je me suis dit, ça va pas du tout, quoi. Personne n'en parle alors que on est en train de supporter, de soutenir l'esclavage moderne. Ça ne va, c'est pas possible en fait. Il faut qu'on change. Il faut alerter les gens. Et plus que les alerter, il faut leur donner les clés pour comprendre. Il faut leur donner les informations parce que ça ne va pas du tout. Enfin, il faut vraiment faire quelque chose. Donc ça a été pour moi en fait le fait de creuser un petit peu sur ces sujets-là, ça a été vraiment le déclencheur. Il faut parler, il faut prendre la parole. Et c'est à ce moment-là aussi que tu découvres un peu une autre façon de fabriquer des vêtements, ce qu'on appelle la mode un peu éthique, responsable. C'est aussi à ce moment en parallèle que tu découvres tout ça. Ouais. C'est en parallèle, mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Je me doute. Ouais. En fait, aujourd'hui et depuis, je dirais, ça fait 3 ans en fait que les marques de mode émergent. Alors, elles tiennent pas toutes, elles résistent pas toutes autant. Mais il y a vraiment, on sent en fait qu'il y a une volonté de faire mieux, de créer un nouveau modèle qui pourrait remplacer l'ancien, un modèle qui est plus durable, plus raisonnable. On sent en fait, moi, avec toute l'émergence de ces nouvelles marques et de ces nouveaux acteurs qui ont envie de bien faire, c'est
quand même plus facile aujourd'hui, si on veut consommer responsable, de le faire. Ouais, je me doute que. Puis je pense que c'est en cours aussi, puisque il y a tellement d'innovations et tout. On est tout le temps en train de se renseigner sur le sujet. Et tu as aussi décidé de lancer ton blog, donc Is No Good. Comment est née l'envie de créer ce blog? C'était à quel moment, enfin à quelle époque dans ta prise de conscience? Et surtout, quel message tu as envie de faire passer à travers ce blog? Alors ça s'est fait à un moment charnière de ma vie, je dirais. C'est le moment où je suis passée de l'ancienne Céline à la nouvelle. C'est-à-dire le renouveau. Ouais, en fait, j'ai créé mon blog, il me semble, 1 mois après avoir démissionné de l'audit financier, donc de l'ancienne Céline. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ce sujet qui m'importe tant, la mode éthique, il faut le porter haut, parce que vraiment moi ce que je voyais et ce que je savais, et je m'apercevais que personne ne le voyait et personne ne le savait, il fallait vraiment faire quelque chose, il fallait vraiment intervenir, il fallait donner les informations, et moi ce que je voulais faire aussi, c'était soutenir et appuyer les marques qui faisaient elles des efforts à l'époque et encore aujourd'hui. Mais qui essayait, voilà, encore une fois, de proposer un modèle qui était plus durable, qui soit plus éthique, qui ne repose pas sur l'exploitation d'autres personnes. Parce que c'était ça, en fait, que je supportais pas. C'était que moi, privilégiée, j'achetais quelque chose très peu cher parce que des gens à l'autre bout du monde avaient, elles, donné un morceau d'elle, en fait, pour fabriquer ça. Donc ça n'allait pas en fait que je soutienne l'exploitation d'êtres humains par d'autres êtres humains, ça me paraissait en fait tellement intolérable, et puis le fait qu'on soit dans une totale insouciance et un aveuglement vraiment total, que voilà, il fallait que je prenne la parole. Et donc voilà, mon blog en fait c'était à la fois de l'information avec des articles vraiment documentés où j'allais chercher et apporter l'information pour qu'elle soit accessible, et en même temps mettre en avant les marques qui faisaient des efforts. Ok. Et je le précise d'ailleurs, tu as un outil qui est hyper bien fait, c'est ton générateur de marque éthique. Ça, c'est vachement pratique pour les personnes qui commencent, parce que c'est pas évident de s'y retrouver. Ça, je le conçois totalement. C'est pas facile de faire le premier pas, de se retrouver dans cette jungle de marques de mode. Bah donc, oui, et puis d'autant plus que ces marques de mode éthique, très souvent, elles sont inexistantes. Enfin, on les voit pas en fait. Elles sont, on a beau les chercher, elles ont pas forcément fait de travail sur leur référencement sur Internet. Elles communiquent pas, elles ont pas forcément mis le paquet en communication parce que elles mettent le paquet ailleurs, et donc c'est pas forcément facile en fait de dégager un budget de communication suffisant pour être vu. Et donc, et pourtant, il y en a beaucoup des marques qui font les choses bien. Et donc, ce générateur de marquis, c'était vraiment pour faciliter, enfin pour que le consommateur les trouve plus facilement. Ouais. Et donc toi, en fait, ça a commencé vraiment sur l'aspect droit humain, ta prise de conscience sur la mode éthique. Ouais. Et après, il y a eu l'environnement et l'aspect pollution. En fait, ce qui m'a vraiment dit, il faut agir parce que là, c'est pas possible en fait de soutenir une nouvelle forme de colonisation. Enfin, c'est même pas une nouvelle forme, c'est que ça a toujours existé, mais disons que elle continue d'exister, elle est toujours là. Et donc ça vraiment, ça me mettait hors de moi, et c'est vraiment ce qui m'a poussée à prendre la parole et à agir. Et oui, après, évidemment, toutes les dérives environnementales, le désastre écologique que représente l'industrie de la fast fashion aujourd'hui, ça n'a fait que ajouter à ma motivation de prendre la parole. Ouais. Mais ça a d'abord été, oui, cet aspect éthique. Okay. Et alors, comment tu choisis les marques que tu décides de mettre en avant sur Instagram, sur ton blog ? Alors en général, c'est les marques que moi-même je déciderai de consommer. Donc elles sont souvent irréprochables. En fait, c'est aussi pour ça que j'avais fait le générateur de marquises. C'est parce que j'ai bien conscience en fait que tout le monde n'a pas les mêmes critères de consommation. Et donc en fait, dans le générateur de marquises, il y a un formulaire qui permet de décider si on préfère consommer du Made in France, du Made in Europe, si on préfère consommer du coton bio, du chanvre, si on préfère consommer de la mode vegan. En fait, tout le monde n'a pas les mêmes priorités, tout le monde n'a pas le même budget, donc tout le monde ne peut pas faire les mêmes choix, et tout le monde n'a pas envie de faire les mêmes choix.
Et donc c'est pour ça en fait que j'ai fait ce générateur, c'est pour ne pas imposer finalement mes choix à moi et que tout le monde puisse s'y retrouver et trouver les marques. Parce que moi je vais pas parler de toutes les marques qui font les choses bien parce qu'elles m'intéressent pas toutes à moi en fait en tant que consommatrice. Par contre je voulais qu'elles puissent, parce qu'elles font les choses bien, je voulais qu'elles puissent être vues et soutenues par les gens qui ont envie de les soutenir. Par contre, sur mon blog et sur mon Instagram, je vais vraiment présenter les marques qui, moi, me font envie en tant que consommatrice. Donc, en général, c'est des marques, évidemment, qui fabriquent leurs vêtements dans des bonnes conditions, avec de bonnes conditions de travail. C'est vraiment ma priorité numéro 1. Je consomme pas de matière animale. Et je fais très, très attention au choix des matières que je porte. Donc voilà, et évidemment, je l'oublie et c'est important parce qu'on parle de mode, je trouve ça beau. Oui, ça te plaît quoi, ouais, c'est clair, c'est quand même important. C'est important, ouais. Donc voilà, c'est comme ça, enfin c'est les marques que je mets en avant sur mon blog, mais sinon voilà, avec le générateur, j'ai vraiment voulu qu'elles y soient toutes. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte de t'engager quotidiennement à toi, via ton blog, via Instagram, via tous les messages que tu portes? Qu'est-ce que... Je vais encore revenir dessus, mais en fait, le fait de donner autant, ça te donne en boomerang, en boomerang, ouais. Mais en fois 100. Vraiment, le fait de donner, et c'est quelque chose que j'ai appris aussi avec ma nouvelle vie, parce que on m'avait plutôt appris, pas nécessairement mes parents, mais la société, que donner, en fait, c'est dangereux. Parce qu'on nous apprend à avoir peur de l'autre souvent et que quand on donne, peut-être que l'autre il a de mauvaises intentions et il nous rendra pas. Mais en fait, on s'en fiche que l'autre nous rende pas. Ce qui fait du bien, c'est de donner. Donc c'est de prendre du temps pour les autres, c'est de choisir, par exemple, le fait de s'être lancé dans cette aventure où on risquait nos vies à vélo dans la Mongolie. C'est simplement ce fait-là, le fait de donner, qui fait du bien et qui rend heureux. Et moi, en fait, je ne regrette tellement pas d'avoir fait ce blog, d'avoir du coup rencontré tous ces gens, parce que moi, c'est surtout ça qui est beau, en fait, avec les réseaux sociaux, avec le fait de pouvoir atteindre tous ces gens, c'est que finalement, ça crée des rencontres, des partages, des mélanges d'idées. Moi, j'ai appris tellement, j'ai déconstruit tellement depuis que j'ai fait ce blog, et aussi parce que j'ai eu accès, à d'autres formes de pensée. En fait, c'est fabuleux les réseaux sociaux pour ça. Ça a évidemment des mauvais côtés, mais moi, c'est avant tout les rencontres et surtout rencontrer de nouvelles idées que j'ai trouvé que ça m'a beaucoup apporté. Et voilà, encore une fois, ça m'a rendue heureuse en fait. Du vrai positif, quoi. Ouais, vraiment. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle un peu de la période étrange qu'on est en train de vivre actuellement. Encore plus pour toi, parce que tu étais en tour du monde à ce moment-là, quand on a vécu le confinement. Comment ça s'est passé, cette période-là, pour toi ? Alors pour nous, je pense qu'on peut parler de la dépression ultime. J'imagine. Parce que, donc en fait, on était partis depuis 1 an quand la pandémie s'est déclenchée. On avait prévu au départ, parce qu'on était en Thaïlande sur une toute petite île vraiment perdue. On était les seuls à la fin. Parce que tous les autres touristes avaient déserté. Et nous, en fait, on regardait la pandémie de tellement loin qu'on se disait on va rester là le temps que ça passe. En fait, on prenait pas forcément conscience de ce qui était en train d'arriver. Et donc, on s'était dit on est bien là où on est, on va attendre que ça passe. Et puis, au fur et à mesure que les jours passaient, en fait, on s'apercevait que c'était grave en fait ce qui était en train d'arriver et que peut-être qu'il faudrait qu'on songe à rentrer. Et donc là, ça a été vraiment le coup de massue parce que nous, on était encore au moins partis pour 1 an et demi avant de revenir en France. Et donc, on a commencé à chercher pour repartir en bateau parce qu'on se disait on va pas prendre l'avion. Ça nous paraissait tellement impossible en fait qu'on rentre en avion. Donc on commençait à se renseigner sur les bateaux et puis en fait c'est là je pense où ça nous a vraiment mis le petit coup de sonnette, c'est que en fait en se renseignant sur les bateaux on voyait qu'il n'y avait plus aucun bateau qui naviguait dans l'océan. Et c'est en se rendant compte de ça que tous les bateaux étaient amarrés parce qu'ils ne pouvaient plus accoster nulle part. On s'est dit ah ouais en fait c'est peut-être grave, c'est peut-être vraiment grave. Et donc tout le monde appuyant, nos familles, nos amis, tout le monde nous demandant de rentrer. On a fini par monter dans un avion de rapatriement qui nous a ramenés
365 jours plus tard, vraiment, on était parti le 4 avril 2019, on est rentré sur le tarmac de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle le 4 avril 2020, donc vraiment un an jour pour jour. Donc on s'est retrouvés à l'aéroport à Paris. Et là, c'était vraiment le coup de massue, parce que en fait, on est passé d'un stade où pendant un an, on était libre, indépendant, on avançait perpétuellement, au fait de se retrouver, comme tout le monde, en confinement. Donc bloqué, stoppé net. Vraiment comme la voiture qui avance et qui se prend l'arbre tout d'un coup, quoi. Enfin, le choc total. Et donc, ça a vraiment pas été facile parce que, en fait, notre projet, c'était ça, c'était d'être dans le chemin. Encore une fois, on n'avait pas de destination, donc le chemin, il nous paraissait un petit peu stoppé. Et nous, on avait vendu notre maison avant de partir, on avait donné tous nos meubles, on n'avait plus rien à part nos 2 sacs à dos et un carton qui traînait chez nos parents. Donc, en fait, ça a été un petit temps de réadaptation pour se dire mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ouais, j'imagine. Parce qu'on pouvait pas continuer le voyage, ou en tout cas c'est vraiment, même encore aujourd'hui, alors qu'on est des mois après, les frontières sont toujours fermées. Si on était resté dans notre petite île en Thaïlande, on y serait encore coincé. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Donc ça a été vraiment une période pas facile pour nous, mais voilà, parce qu'on était 2 et que, encore une fois, on est très privilégiés. Enfin, je veux dire, c'était juste cette petite passe qui était difficile à digérer, mais on n'avait pas on avait la chance quand même d'arriver, d'avoir la maison de nos parents qui voulaient bien nous accueillir, on se retrouvait pas à la rue quand même, donc on était, encore une fois, des privilégiés. Donc on avait le temps de se poser des questions, qu'est-ce qu'on veut faire, où on va, et voilà, on a fini par avoir de nouveaux projets. Ouais, non, mais c'est vrai que ça doit pas être évident. Et d'ailleurs, je pense à une question en t'écoutant, quand tu dis, on n'avait plus que 2 sacs à dos et un carton. T'as dû faire un tri incroyable, te débarrasser vraiment de toutes tes possessions. Ouais. En plus de ça, ça me fait penser alors je vais pas la citer mot pour mot parce que je me souviens plus, mais Gloria Steinem qui en parle dans son livre Sur la route, qui dit je me suis débarrassée de tout ce que j'avais et ça m'a fait un bien fou, grosso modo. C'était ça aussi pour vous quand vous êtes partis ? En fait, il y a pas mal de gens qui nous ont dit mais pourquoi est-ce que vous la vendez, votre maison ? Vous pourriez la louer. Et en fait, pour nous, ça faisait pas sens. On voulait être léger. On voulait plus avoir toutes ces affaires qui nous attendaient. Ça nous intéressait pas, en fait. On voulait juste avoir ce dont on avait besoin maintenant, à l'instant là, maintenant. Et on n'avait pas besoin d'autre chose. Donc oui, ça a été vraiment libérateur et on est devenu ultra léger à partir du moment où on s'est défait de notre maison et de toutes nos affaires. Mais je crois en fait quelque part que on savait qu'un jour peut-être ça arriverait, cette dépossession, parce qu'on n'est pas tous les deux, on s'est pas attaché à toutes ces affaires en fait, à tous ces meubles. Il y a pas eu de crise de larmes au moment où on s'est défait du canapé, tu vois. On n'avait pas attaché trop d'émotions à nos affaires avant, donc mais c'est vrai que ça fait un bien fou de revenir vraiment au sac à dos, quoi. Ouais, c'est ça l'essentiel. Et est-ce que cette période, cette pandémie, ce confinement, ont changé un peu tes habitudes d'achat ? Alors, tu avais déjà quand même une prise de conscience énorme, mais de quelle manière ça a eu un impact sur ta façon de voir les choses, la consommation, ou si ça se trouve, ça n'a rien changé, puisque tu étais déjà dans ce mouvement-là ? Ça n'a pas eu, moi, sur ma propre consommation, ça n'a pas eu d'impact. Par contre, moi, j'ai vraiment, quand j'ai vu, en fait, je suis un peu romantique dans ma tête. Donc, quand j'ai vu tous ces gens revenir chez eux, finalement, coincés avec leur famille. Bon, même si on sait très bien qu'il y a des gens qui ont continué à travailler pendant le confinement, mais ça faisait quand même beaucoup de gens qui, tout d'un coup, se retrouvaient chez eux, dans leur maison. Donc, ils sont plus au bureau et ils sont plus soumis aux publicités dans la rue, dans le métro perpétuel. Enfin, ils sont plus soumis à tout ça. Ils se retrouvent dans leur bulle. Et là, je me suis dit, c'est sûr, il va se passer un truc. Forcément, en fait, les gens vont commencer à ralentir. Ils vont comprendre que les gens avec qui ils passent maintenant leur journée dans leur maison, c'est vraiment avec ces gens-là qu'ils ont envie de passer leur temps. Maintenant qu'ils commencent à travailler à distance de chez eux, ils vont peut-être vouloir le faire davantage et donc comprendre que parce que leur maison,
les émotions qui sont dans leur maison, elles sont meilleures en fait que les émotions qu'ils vont aller retrouver au bureau. Est-ce qu'ils vont comprendre que ça va leur apporter plus de bonheur et que finalement c'est ça qui est plus important, c'est leur bonheur à eux. Et je me suis dit de ce confinement, de tous ces gens qui se retrouvent coincés d'un coup, et il va sortir un truc. Et je me suis dit on va voir un nouveau monde en fait, surtout que on commençait à voir les eaux de Venise qui tout d'un coup redevenaient propres. On entendait parler de tout ça en fait, des avions qui circulaient plus, donc de l'air qui devenait tout à coup respirable, l'air de Paris qui n'avait jamais été aussi propre. Enfin, les nouvelles en fait qui annonçaient que la planète respirait de nouveau, c'était fou en fait, ça faisait rêver. Et moi, j'avais vraiment une lueur d'espoir à laquelle je me raccrochais, de me dire que c'était vraiment des conditions inespérées et inimaginables en fait pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et tu t'y crois encore ? Enfin, parce qu'on parle beaucoup de ce monde d'après, de ces changements profonds de la société. Non, malheureusement, j'ai le regret de vous annoncer que... J'ai le regret de vous annoncer que oui, j'ai fait un peu le deuil de ces idées romantiques parce qu'évidemment, les entreprises, elles n'allaient pas se laisser piétiner. Et évidemment, elles ont mis les bouchées doubles pour qu'on recommence à consommer 2 fois plus. Et ça marche parce qu'elles sont très fortes. Ouais. Et est-ce que cette période a changé ta manière de penser ton rôle d'influenceuse, de blogueuse ? De revoir ta façon de faire passer les messages, par exemple, Moi, j'ai eu l'impression pendant cette période qu'il y avait quand même une forme un peu de... en fait, moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'insiste sur le fait que c'était maintenant ou jamais, qu'il fallait prendre conscience qu'il fallait s'occuper de soi maintenant et que c'était le plus important. Et en fait, maintenant que les gens se retrouvaient avec eux-mêmes et qu'ils avaient parfois plus de temps, parce que le fait de travailler à la maison, ça leur donnait un peu plus de temps pour eux. C'était maintenant qu'il fallait prendre conscience de soi, de l'importance que ça commençait par là. Donc moi, j'ai un petit peu orienté mes messages par là, sur le fait que c'était maintenant, à l'instant, il faut s'occuper de soi parce que personne ne va le faire mieux que nous-mêmes. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'est pas encore plus important aujourd'hui de soutenir les entreprises durables, justement avec tout ce qu'on a vécu ? Soutenir comme on peut, en partageant les messages, en les mettant en avant. Oui, parce qu'elles ont évidemment beaucoup souffert de la crise du Covid. Hein. Et en fait, moi, encore une fois, avec mes idées romantiques, je m'attendais à ce que tout le monde, à sortir de ce confinement, se mette à soutenir les entreprises durables. Mais bon, c'est totalement utopique. Mais oui, bien sûr, il faut d'autant plus les soutenir si on veut construire un monde auquel on a pu commencer à rêver pendant le confinement. C'est en commençant par là, c'est en commençant à soutenir les entreprises qui font les choses mieux, qui proposent un nouveau modèle plus durable. Ouais. Ça passe aussi par le acheter chez elles plutôt que dans d'autres entreprises, quoi. Déjà. Ouais, déjà. Ouais. Et est-ce que tu penses aussi que le gouvernement français ou même l'Union européenne, de façon générale, les gouvernements devraient s'investir un peu plus pour contraindre les marques à changer, pour contraindre les marques à être plus responsables ? Oui, c'est vrai que moi, je m'adresse toujours aux consommateurs parce que je suis moi-même une consommatrice, donc j'essaye d'orienter les consommations et surtout la façon de consommer. Mais évidemment, en fait, le consommateur ne peut pas changer le monde tout seul. Forcément, en fait, je pense qu'à un moment, il faut que l'État se remonte les manches et sanctionne et soutienne de l'autre côté. Parce que c'est vrai, moi, en fait, je suis persuadée que le consommateur a un vrai rôle à jouer parce qu'encore une fois, on est dans un système capitaliste qui fonctionne sur l'offre et la demande. Donc, si la demande, elle consomme moins, on va produire moins. Si elle décide de consommer uniquement de l'éthique et du durable, l'offre, elle va nécessairement s'adapter. Donc oui, en fait, le consommateur, il vote quelque part en consommant. Mais si l'État ne prend pas de décision, ça va pas aller assez vite. Et là, on est quand même dans une urgence, en fait. Il faut faire quelque chose. Ouais.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'on a un rôle à jouer, mais il va être beaucoup plus lent parce que c'est des changements de mentalité. Et forcément, un changement de société, c'est lent. Alors que si ça vient d'un gouvernement, ça peut être plus rapide. Et est-ce que après, on n'est pas au gouvernement, mais est-ce que tu as des pistes sur comment le gouvernement pourrait le faire pour contraindre un peu, à la fois pour soutenir les entreprises durables et qui font les choses bien, et à la fois pour contraindre un peu les marques à changer, quoi? Alors, je pense que la priorité numéro 1 aujourd'hui, c'est que le gouvernement se positionne sur la question des Ouïghours. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est que là, vraiment, ça fait urgence. Ouais. Alors, j'ai vu qu'hier, Emmanuel Macron avait parlé. Mais bon, après 3 ans de silence, il était temps. Et puis bon, juste dire que c'est inacceptable, il va falloir aller plus loin. Il va falloir aller plus loin. Il va falloir menacer de sanctions les entreprises qui produisent encore là. Enfin, comment est-ce que c'est encore possible qu'aujourd'hui, en France, on importe des produits qui ont été fabriqués dans cette région-là du monde? Enfin, ça paraît insensé, en fait. Là, on est en train de soutenir quelque chose d'extrêmement grave. Donc oui, là, la nécessité aujourd'hui, c'est vraiment que le gouvernement se positionne là-dessus. Et enfin, c'est même pas se positionner, c'est vraiment qu'il y aille, quoi. Enfin, maintenant, faut y aller, quoi. Faut y aller, là. Ça peut plus attendre. Sinon, oui, soutenir les entreprises qui font bien, mais encore une fois, faire bien, c'est tellement compliqué à définir parce que il y a toujours cette rivalité entre le Made in France ou Made in Europe et le commerce équitable fabriqué à l'autre bout du monde. C'est une rivalité, mais pourtant, en fait, c'est deux systèmes qui aujourd'hui ont encore besoin de cohabiter. Parce que, donc en fait, par exemple, si l'État commence à soutenir financièrement les entreprises qui vont produire localement, il faut peut-être pas oublier les entreprises qui, de l'autre côté du monde, produisent de façon responsable. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises qui, de l'autre côté du monde, produisent de façon responsable ? C'est qu'en fait, elles arrivent dans un système qui fonctionne déjà depuis 20-30 ans, où les entreprises, les très grosses entreprises occidentales sont arrivées et ont appauvri les populations et les ont asservies surtout. Donc en fait, ces populations qui sont là, et on peut pas tout d'un coup, et c'est un peu le système de la colonisation et de la décolonisation. On a vu ce que ça faisait en fait de se retirer d'un coup et de laisser les populations se débrouiller toutes seules. On sait très bien que c'est pas ce qu'il faut faire. Donc en fait, on peut pas arrêter tout d'un coup de produire à l'autre bout du monde pour dire nous on va se concentrer sur le local et produire avec les gens qui sont là. On peut pas faire ça en fait parce que ce serait un désastre social colossal. Ouais. Donc en fait, ces entreprises qui travaillent en commerce équitable là-bas, elles permettent justement à ces populations de gagner un salaire supérieur à la moyenne de là-bas et donc potentiellement de gagner une indépendance, pourquoi pas de réfléchir eux-mêmes à monter un petit commerce, enfin à prendre de l'indépendance en fait, simplement. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent au Bangladesh, en Chine, des familles entières qui comptent sur l'industrie textile. Des familles entières, là on l'a vu avec le Covid, avec les entreprises qui tout d'un coup arrêtent leurs commandes, ça a fait des gens qui sont morts de faim. Enfin forcément en fait, c'est des gens qui ne tiennent que par ça, qui sont totalement asservis par ces grandes entreprises. Donc les entreprises qui travaillent en commerce équitable là-bas, il faut les soutenir aussi. C'est très très important. Et sinon, pourquoi pas aussi des taxes, tant qu'on y est. Hein. Mais allons-y. Il est fait pour ça aussi, ce projet, tu vois, pour parler un peu de ce qu'on pourrait imaginer et ce qu'il faudrait faire, nous, je pense qu'on a aussi notre mot à dire en tant que consommatrice ou consommateur, donc allons-y. Pourquoi pas des taxes, je pense, sur les matières les plus polluantes. Parce que le polyester, qui est une véritable catastrophe, c'est, je crois, 80% de l'industrie textile aujourd'hui. Ouais, c'est énorme. Donc, pourquoi pas des taxes là-dessus, ou le coton, par exemple, qui est en train d'assécher d'énormes régions en Asie, parce que le coton requiert énormément d'eau, alors que déjà, si on passe sur du coton bio, il y a besoin de moins d'eau, en fait, pour la culture du coton bio. Donc, pourquoi, en fait, continuer à importer du coton, alors qu'on pourrait, par exemple, se concentrer sur du coton bio qui va consommer moins d'eau? Enfin, je sais pas, en fait, avoir pour le penchant du coup environnement et éco-responsabilité, que l'État se positionne et taxe plutôt que favoriser. Je pense que la taxe pourrait être plus intéressante, les matières en fait qui vont être plus polluantes. Ouais. Et c'est vrai que dans ma question, j'ai utilisé le mot contrainte parce qu'on a vu des choses naître de la part d'entreprises. Je pense au Fashion Pact, par exemple, sur les grandes entreprises qui s'allient pour essayer de diminuer leur impact sur la planète. D'ailleurs, c'était beaucoup environnement et peu social. Ouais.
Mais je me pose toujours la question de savoir quand ça vient des entreprises elles-mêmes, quand il n'y a pas de sanctions derrière, Bah ouais. est-ce que ça va vraiment changer, quoi. Bah, Donc, oui. Bah oui, je ouais. suis totalement d'accord en fait. Et puis enfin il y a tellement aussi de greenwashing parce qu'elles sentent les entreprises que ça leur pend au nez en fait, que le consommateur il commence à voir ce qui se passe, il commence à voir que le système va pas du tout, que le modèle de la mode tel qu'il existe aujourd'hui est à revoir entièrement, et donc elles cherchent à l'amadouer par de super messages, hein. Le marketing est tellement bien rodé, c'est incroyable. Aujourd'hui on va au cinéma et on voit que H&M c'est une marque engagée. Enfin Je suis d'accord. Mais pour les gens en plus qui sont pas éduqués sur ces sujets-là, parce que c'est pas évident en plus d'avoir accès à l'information, la bonne information, c'est franchement pas facile. Moi, je suis allée dans un magasin H&M par curiosité. Partout, c'est écrit matière responsable. Ouais. Enfin, évidemment qu'on peut se laisser avoir. Bien sûr, mais évidemment, oui. Bah donc, oui, bien sûr. ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Parce que le consommateur, il a envie de bien faire, mais il est pas au courant de tout. Donc, et puis ça l'arrange aussi de croire ce qui l'arrange, c'est-à-dire de penser que il peut encore y avoir un t-shirt à 6 € en coton bio et fabriqué dans de bonnes conditions. En fait, c'est plus facile, hein, forcément. Moi aussi, hein, j'ai tendance à croire ce qui m'arrange. Mais c'est parce qu'on nous noie, on nous donne des fausses informations et on nous noie. Et donc oui, en fait, tant que l'État, les gouvernements ou l'Union européenne ne va pas sanctionner, ne va pas se positionner, et ben les entreprises elles feront ce qu'elles veulent. Et ce qui sera encore plus chouette, c'est que l'Union européenne se positionne d'un seul bloc. Ça ferait du poids. Ouais, mais... ça ferait du poids. Ouais. On n'y est pas encore, mais on peut espérer que ça change. Et pour terminer cette discussion, j'aimerais bien que tu partages avec nous des marques et des démarches responsables, des marques de l'industrie textile qui t'inspirent, parce que bon, tu le fais aussi via Instagram, ton blog, mais si tu peux partager avec nous, quelques noms de marques et nous donner des détails sur leur démarche. Alors moi il y a l'entreprise Bleu Tango que j'aime bien, qui est une entreprise qui fabrique dont la confection textile se fait en Pologne. En fait, pendant mon tour du monde, j'ai pu aller visiter son usine. Son usine, c'est un atelier, hein. Et ça, moi je trouve ça fabuleux, les entreprises tu leur écris, tu leur demandes juste est-ce que je pourrais aller tu pourrais m'ouvrir les portes de ton atelier? Bah oui, voici mon contact là-bas. Et bim, je me retrouve au milieu des couturières, je vois comment elles travaillent, je vois qu'elles sont contentes de travailler. Et ça, c'est assez fou. Et quelque chose qui est assez fou aussi avec Bleu Tango, et ce qui est un message qu'on entend très peu dans ce domaine-là, et moi que je soutiens, c'est qu'en fait, elles prônent la non-croissance. Une entreprise qui prône la non-croissance, c'est quand même assez rare. Ouais. Et en fait, ce qu'elle souhaite, c'est construire en fait, elle n'aura rien inventé parce que c'est les modèles des artisans ça a toujours été. En fait, c'est qu'elle arrive, elle peint parce qu'elle est aquarelliste, donc elle peint, elle fabrique ses vêtements, elle ouvre sa boutique, et puis quand elle sera à la retraite, elle fermera sa boutique et c'est tout. Et puis, je sais pas combien il y a de pièces dans chaque collection, mais on va dire 200 pièces. Et une fois qu'elles sont toutes vendues, c'est à la collection prochaine. Il y a pas on n'est pas dans la croissance en fait. Elle veut pas d'un modèle de croissance, elle veut d'un modèle stable, durable. C'est c'est très beau ce qu'elle fait. Et puis c'est simple en fait. Et moi je crois vraiment très fort que c'est ça qu'il faut pour construire un nouveau monde. C'est-à-dire revenir au stade d'artisan passionné. Et ne pas chercher la croissance, parce que finalement, c'est pas un modèle naturel, la croissance. Nous, on a l'impression, parce qu'on est né là-dedans, on est né dans un monde capitaliste qui cherche la croissance à tout prix, mais en fait, c'est pas le seul modèle qui existe. On peut construire d'autres choses, et ça peut très bien fonctionner avec un système comme celui de Bleu Tango, juste stable et durable. Et en fait, on peut imaginer une France entière avec des petits Bleu Tango partout, c'est-à-dire des artistes passionnés qui font leurs vêtements et qui, à la retraite, fermeront boutique ou lègueront à une personne à qui ils auront appris leur savoir-faire. Mais on peut imaginer ça, en fait, revenir à ça. Et ça paraît... c'est beau, moi, je trouve, comme idée. En plus, il y a ce symbole de transmission aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses... Belle, un beau projet. Est-ce que tu en aurais une autre à partager avec nous, une marque, une démarche qui t'inspire? C'est une marque que j'ai découverte récemment, qui s'est lancée, il me semble, il y a pas très longtemps, qui est
moi je trouve ça hyper beau ce qu'ils font. Ça s'appelle Caméline, c'est deux créatrices qui se sont lancées et elles fabriquent elles-mêmes. Enfin, alors elles font elles-mêmes, mais elles cèdent. Elles font appel à un atelier parisien en plus. Donc tout est fait en France, mais vraiment jusqu'à toute leur matière, elles les sourcent, il me semble, maximum en Italie. Enfin, elles vont pas bien loin. Elles font attention au choix de leur matière, donc il y a beaucoup de coton bio. Et en fait, elles viennent de commencer, donc quand tu commences avec autant de bonnes intentions et surtout que dans le concret ça se voit, c'est-à-dire que c'est beau, les coupes sont vraiment hyper modernes, parce que c'est ça peut-être qui manque un peu à la mode éthique encore aujourd'hui, même si voilà, il y a de très très belles marques qui existent, c'est le côté fashion en fait. Il y a beaucoup de gens qui ne se laissent pas tenter par de jolies marques éco-responsables parce qu'on est encore dans l'idée que c'est beaucoup de basiques, mais c'est pas qu'une idée, c'est que c'est beaucoup ça. Il y a beaucoup de marques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de basiques. Ouais, il y a beaucoup de basiques. Et il manque parfois un petit peu le côté en fait, il manque le côté mode. Parce qu'en fait, très souvent, c'est un peu compliqué, mais en fait, il y a beaucoup d'acteurs qui se lancent dans la mode éthique qui sont des gens qui sont pas des stylistes. Ils se lancent là-dedans parce qu'ils ont envie de proposer un nouveau modèle. Souvent, c'est des gens qui ont fait plus de la gestion d'entreprise, donc ils ont envie de créer une entreprise qui va servir à mieux faire. Et c'est pas des stylistes. Alors que styliste et créateur de mode, c'est un vrai métier. Et en fait, c'est un peu cette alliance des deux qui manque en fait. Pour vraiment faire une belle entreprise de mode éthique, il faut la volonté de proposer un nouveau modèle et quelque chose une entreprise qui tient le coup, mais il faut aussi le rêve de la mode en fait. Enfin, la mode, ça a besoin d'une âme. Ouais, je suis d'accord. Bah, ça fait 2 très beaux projets, différents en plus, donc hyper chouettes. Et ben alors on arrive à la dernière question, rituel de ce podcast. Est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Alors c'est pas une question. Moi je suis toujours, je sais jamais répondre en fait à ce genre de questions. Quels sont tes modèles, les personnes qui t'inspirent, ou même de manière plus basique, quelle est ta couleur préférée ou quel est ton album préféré ? C'est des questions à laquelle j'ai jamais su répondre parce que je sais pas, je dois avoir peur de choisir parce que choisir c'est renoncer. Donc je pense qu'il y a un peu de ça dans ma tête, donc je saurais pas trop quoi dire. Enfin, par contre, ce que je sais, c'est que je vais revenir ça va faire la bouclée, je vais revenir à la première question, à mes parents. En fait, mes 2 petits frères ont une maladie génétique qui, lorsque ça a été diagnostiqué, ils avaient 2 ans et c'est une maladie génétique extrêmement rare. Et quand on leur a diagnostiqué, en fait, c'était tellement rare finalement que on a dit à mes parents que c'était fichu. Enfin, pour revenir un peu dans les détails pour que vous compreniez, en fait, ils ont la maladie des enfants de la Lune, donc ils ne réparent pas les lésions causées par les ultraviolets. Et donc, en gros, en regardant simplement les courbes historiques de ce que c'était que cette maladie, les médecins en fait regardent l'espérance de vie et ils voient que c'est à peu près 10 ans de vie. Donc c'est ce qu'on a dit à mes parents quand ils avaient 2 ans, quand on a diagnostiqué la maladie, vos enfants, voilà, à 10 ans, normalement, ils devraient mourir. Et donc on a dit ça à mes parents, et mes parents sont allés à contre-courant en fait de tout ce que les médecins leur disaient, de tout ce que la vérité avec un grand V, on en revient encore à la vérité, à cette fameuse... de ce qu'on nous dit en fait. Mes parents qui, encore une fois, m'ont élevé dans un système où il faut quand même avoir les œillères et croire ce qu'on nous dit, etc. Ils ont, là, pour ce cas-là, ils l'ont totalement ébranlé, ce système-là, et ils se sont dit, ils ont pensé par eux-mêmes, donc ils ont fait le pas de côté, à côté de la vérité, avec un grand V de la blouse blanche du médecin qui dit c'est fichu, il n'y a rien à faire. Et en fait, ils ont fait eux-mêmes les recherches, encore une fois, la recherche tout seul dans son coin à côté de la vérité. Et ils se sont dit, mais attends, leur ADN ne répare pas les lésions causées par les ultraviolets, donc est-ce que simplement, si on protège nos enfants des ultraviolets, est-ce que ça pourrait pas fonctionner ? Donc en fait, ils sont allés à l'encontre des médecins qui leur disaient qu'ils étaient en train de s'entêter, d'enfermer leurs enfants dans leur maison, etc. Et donc ils ont rebâti une vie sans ultraviolets, donc en protégeant les fenêtres avec des films ultraviolets, en contactant la NASA pour qu'ils puissent avoir des combinaisons pour sortir d'un endroit à un autre, etc. Ils ont tout repensé. Et en fait aujourd'hui, mes frères ont 27 ans,
Et ils vont très bien. Wow. Ok. Et ils vont très bien. Parce que, en fait, simplement, le fait de les avoir protégés des ultraviolets, en fait, c'était simple. C'était simple. Et ça, en fait, cet exemple-là, je le trouve vraiment beau parce que c'est finalement que c'était vraiment l'impossible. C'est-à-dire que la vérité te disait c'est impossible. Et malgré ça, c'était possible, en fait, de faire quelque chose et de faire quelque chose de bien. Donc, c'est un peu un exemple que j'ai eu la chance d'observer. Et oui, quelque part, c'est un modèle, en fait. Je sais que finalement, quand on nous dit non, quand on nous dit que c'est impossible, quand on nous dit que, voilà, quand on voit la montagne qui est insurmontable, et ben finalement, si, en faisant un pas de côté, en observant, en faisant les recherches, c'est souvent possible de faire autrement. Okay. C'est un très beau modèle que tu nous partages ici. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Céline d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son, et à la boutique RP de nous accompagner dans ce projet. N'oubliez pas de partager vos marques de mode responsables préférées sur les réseaux sociaux en taguant @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.